Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo et ce format court. Alors un format court, c'est un format qui va être plus succinct que le cours que vous avez en classe, mais il va reprendre tous les aspects du cours qui ont été prévus. L'idée c'est que je vais vous expliquer ça brièvement et vous pouvez mettre pause, prendre des notes si vous en avez besoin. Si vous n'êtes pas en classe, vous pouvez vous y référer comme le cours, il n'y a pas de problème. Et du coup, si vous avez des absences ou qu'on a besoin de faire de l'hybridation, ce genre de choses, on va pouvoir utiliser ça comme base de cours. Alors, au programme, notre UA 5, vitesse et accélération. Et donc, je vais vous présenter un petit peu des notions qui sont la notion de vitesse, la notion d'accélération, bah oui, c'est le titre de l'UA. Et on va aller un petit peu plus loin que ça, on va reparler de la notion de référentiel, et puis ensuite de mouvement rectiligne uniforme et rectiligne uniformément avancé. On passera par la notion de chronophotographie, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors la première chose qu'on va voir, c'est ma notion de vitesse. Alors, la vitesse, on va la définir par une différence de position par une différence de temps. Un delta x, j'ai une position qui change, la vitesse c'est delta x sur delta t. Alors c'est vrai que usuellement, on avait plutôt tendance à vous dire dans les petites classes la distance sur le temps. Ça revient presque au même, vous inquiétez pas, il y a juste une ou deux petites nuances. Alors, on va rapidement expliquer déjà pourquoi on utilise ça et puis comment ça fonctionne. Mettons que j'ai un objet qui se déplace sur une droite X, sur un axe X. Cet objet passe de la position 1 à la position 2. J'ai un objet qui avance. Pour trouver la vitesse de cet objet, il faut que je regarde quelle distance il a parcouru et en combien de temps. C'est une différence de position par une différence de temps. Bah, du coup, ça, la position 1, je vais plutôt l'appeler x1, ce sera plus facile. Et la position 2, je vais l'appeler x2. C'est la position x1 et x2. x1, je me rends compte qu'il y ait un temps qui est t1 et x2, il y ait un temps qui est t2. C'est pas forcément 0, hein, le temps t1, le temps t2. Et je me rends compte de quoi? C'est que mon objet, quand il avance, eh bien, il va avoir une certaine vitesse qui va avancer dans le temps et en termes de position. Je retrouve bien cette notion de distance par temps. Pour ma formule du haut, je vais faire x2 moins x1 sur t2 moins t1. Et le calcul, il se fait tout simple. Si x1, par exemple, vaut 0 et x2 vaut 1 mètre, que t1 vaut 0 et que t2 vaut 1 seconde, eh bien, mon objet, en l'occurrence, dans cet exemple, il a mis 1 mètre moins 0 mètre, divisé par 1 seconde moins 0 seconde. Et donc, il a mis 1 mètre par seconde. Ça, c'est une vitesse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que si jamais on prend un exemple légèrement différent, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça? La deuxième formule, c'est que si jamais j'ai mon axe X comme ceci, mais que cette fois-ci, mon objet, il part de là. Ça, c'est x1, qui est donc à 1 mètre, à un temps t1 qui est égal à 0 secondes, et qu'il va à x2 qui est de 0 mètre, à un temps t2 qui est de 1 seconde. Là, j'inverse la formule, j'ai plus 1 moins 0, mais 0 moins 1. Et je me rends compte que je vais à moins 1 mètre par seconde. En fait, toute cette formule par rapport à celle-là, elle est plus puissante parce qu'elle peut me dire si mon objet est en train d'avancer. Donc, j'avance quand je vais dans l'axe des X.
ou si l'objet est en train de reculer. Dans un cas, je vais à 1 mètre par seconde. Dans l'autre cas, je vais à moins 1 mètre par seconde. Voilà. Alors, on va prendre une ou deux vitesses un peu courantes pour se faire un petit peu la main. Et je vais rappeler rapidement comment on passe de km/h à mètre par seconde. Alors, la valeur celle que je vous demande vraiment de connaître, c'est la vitesse d'un coureur de 100 mètres. Un coureur de 100 mètres, il fait 100 mètres en 10 secondes. Je parle d'un coureur expérimenté, 100 mètres en 10 secondes. Et du coup, il va faire 10 mètres par seconde. Alors, quand on prend 10 mètres par seconde, ça fait combien en km/h? Eh bien, il suffit de transformer les mètres en kilomètres. Pour transformer des mètres en kilomètres, il faut que je divise par 1000, fois 10 moins 3. Et il faut que je transforme les secondes en heures. Et pour ça, il faut que je divise le bas par 3600. Bon, rapidement, on se rend compte qu'il faut faire en fait l'inverse. Ça fait 10 fois 3600 divisé par 1000. Ça me fait 10 fois 3,6. Et ça, c'est 36 km/h. Donc un coureur de 100 mètres, ça court à 36 km/h. Ça vous permet de faire plein de petits calculs. Notamment, par exemple, si je vous dis une voiture qui roule à 100 km/h. 100 km/h, c'est grosso modo 3 fois plus que ça. Et du coup, ça va faire grosso modo 30 mètres par seconde. Si je vous dis à quelle vitesse vous marchez, vous devez vous imaginer un pas. Un pas, ça fait à peu près 1 mètre. Vous le faites en un peu moins d'une seconde. Eh bien, allez, mettons que vous fassiez 1 mètre par seconde. Vous allez en réalité un peu plus vite puisque vous mettez moins de temps. Et du coup, vous allez mettre 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km/h. C'est un peu lent, réellement, on irait plutôt à 5. Mais c'est pas grave. Déjà, c'est important d'avoir une ordre de grandeur. Si vous me dites que vous allez à 3,6 mètres par seconde, ça va. Ça fait un peu lent, mais c'est pas grave. Tant que vous me dites pas que vous alliez à 150 mètres par seconde, où là, ça représente un terrain de foot que vous parcourez en une seconde. Donc ça va pas du tout. Donc voilà pour ces notions. Après la notion de vitesse, la notion suivante qu'on voit, c'est la notion d'accélération. Alors, c'est vraiment celle qui est fondamentale dans ce cours, et c'est celle qui est un peu nouvelle pour vous. Attention, je vous mets déjà en garde, la grosse difficulté de tout ce cours, c'est de ne pas confondre vitesse et accélération. On a tendance à faire un peu le lien entre les deux, mais en réalité, il y a des différences qui sont assez importantes et une confusion qui est très rapidement faite par les élèves d'une façon générale. Alors, une accélération, c'est une différence de vitesse. Et ça, c'est vraiment à comprendre. C'est-à-dire que si vous allez vite, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'accélérer. Une voiture qui roule à 100 km/h, à 200 km/h, à 300 km/h si vous voulez, tant qu'elle est à 300 km/h, elle n'est pas en train d'accélérer, elle n'a pas d'accélération. Par contre, si elle passe de 100 à 101 km/h, là, elle a eu une accélération, elle a varié sa vitesse. Et c'est comme ça qu'on va d'ailleurs définir une accélération. C'est une variation de vitesse dans un temps donné. En fait, c'est la variation de vitesse par seconde. Et comment je l'exprime? Eh bien, vous voyez cette formule? Grosso modo, c'est la même chose. Avec une petite différence près, l'accélération, c'est pas la différence de position, mais la différence de vitesse, donc delta V sur delta T. Donc c'est exactement la même formule qu'au-dessus. C'est V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc si je passe de 0 mètres par seconde à 1 mètre par seconde en 1 seconde,
à ce moment-là, je vais avoir une accélération qui va être de 1 mètre par seconde, et donc 1 mètre par seconde au carré. Alors, ça peut vous sembler un petit peu obscur, mais en fait, c'est un exemple que vous connaissez bien à cause de la chute libre. Quand vous avez un objet qui tombe en chute libre, ça veut dire pas de frottement vers l'extérieur. Quand vous avez un objet qui tombe en chute libre, je prends Jean-Louis. Jean-Louis tombe. Le fait qu'il tombe vite ou pas, c'est relatif. Au moment où je lâche Jean-Louis, sa vitesse, elle est de 0 mètre par seconde. Mais très rapidement, ça va changer. Pourquoi ? Parce qu'il a une accélération. Hein. Il est dans le champ d'accélération de gravité de la Terre, qu'on appelle petit g. Et ça, c'est l'accélération que tous les objets ont quand ils sont dans le champ de gravité terrestre au niveau de la mer. Ça ne change pas beaucoup, hein. Nous on n'est pas au niveau de la mer, mais ça change presque rien pour les quelques dizaines ou centaines de kilomètres, mais ça va changer beaucoup si vous êtes sur la Lune, la Terre apparaît toujours en gravité, mais beaucoup moins. Bref, donc Jean-Louis tombe, il a une accélération de 9,80 mètres par seconde au carré. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où je le lâche, sa vitesse V à 0 secondes est de 0 mètres par seconde. Au bout de 1 seconde, il atteint la vitesse de 9,80, on va dire 10, hein, ce sera plus simple. 10 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, donc la vitesse à 2 secondes, ça va être, vous l'aurez compris, on passe de 0 à 10, puis de 10 à 20, et à chaque fois, à chaque seconde, j'augmente ma vitesse de la valeur de l'accélération. Donc je vais être à 20 mètres par seconde. Etc., etc. À 3 secondes, je vais être à 30. Alors, ça, c'est vrai, évidemment, tant que j'ai une accélération qui est constante. On se doute bien que ça ne va pas être le cas à cause des frottements de l'air, mais dans le cadre de la chute libre, on parle sans frottement, c'est un cas qui est idéal, et qui va être le cas classique, donc on ne va pas avoir besoin de se préoccuper des frottements de l'air. Si évidemment Jean-Louis a un parachute, à ce moment-là, le parachute va ralentir sa chute au départ, et puis ensuite il va avancer à vitesse constante en direction du sol. Il va freiner, et ensuite il va descendre à vitesse constante. Il va arrêter de freiner, et son accélération sera égale à 0, la vitesse sera constante. Là aussi, on peut avoir une accélération qui est positive et une accélération qui est négative. Et là aussi, on va avoir des changements qui sont liés à ça. Alors, je pourrais prendre Jean-Louis, mais on va plutôt essayer de rester un petit peu dans l'abstrait, parce que c'est un peu plus puissant. Et on va parler d'un objet quelconque. On va prendre une balle, hein. Ça marche toujours bien. Je vais la mettre en jaune, tiens. Donc j'ai une balle. Cette balle, elle est posée sur le sol. Et je peux exercer des forces d'une direction ou d'une autre sur cette balle, une accélération dans une direction ou une autre. Peu importe ce que c'est, hein, c'est peut-être moi qui pousse avec le doigt. Et ou pas, ou peut-être qu'elle n'a pas d'accélération. Voilà. Déjà, on va partir du cas où ma balle n'a pas de vitesse. Si je mets une accélération
dans cette direction, eh bien ma vitesse va augmenter dans cette direction. Elle a peut-être une vitesse nulle au départ, mais petit à petit, je vais aller de plus en plus vite dans la direction de l'accélération. Et donc ma vitesse au départ, elle est petite, et elle va être de plus en plus grande. Et à chaque seconde, ça c'est V0, V 1 seconde, V 2 secondes. C'est des vecteurs, donc on va mettre des petites flèches dessus. Et à chaque seconde, je vois que j'ai pris la valeur de l'accélération. Si je vais à une certaine vitesse, quand j'accélère dans la voiture, ça veut dire quoi? Ça veut dire être plaqué contre le siège arrière. Quand j'accélère, je le sens sur la voiture. Je suis plaqué contre le siège. Je peux rouler à 100 km/h sur l'autoroute, aller vite et pas avoir d'accélération, encore une fois. Donc, si la vitesse est dans le sens de l'accélération, je vais de plus en plus vite. Ça, c'est ma vitesse. Mon accélération, c'est ça. Donc, si ma vitesse est dans le sens de l'accélération, je vais de plus en plus vite. Si maintenant, ma vitesse est opposée à l'accélération, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, toujours sur mon schéma. Je vais avoir une vitesse initiale V0 par là. Et je vais avoir une vitesse dans l'autre sens. Une accélération, pardon, excusez-moi. Une accélération dans l'autre sens. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que je sois avec une vitesse positive et une accélération négative. Ça revient à quoi? Ça revient à dire, j'accélère vers l'arrière. Autant je vous ai dit qu'en voiture, on est plaqué vers l'avant quand la voiture accélère. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand je suis poussé vers l'avant? Ça veut dire que la voiture, elle freine. Et en fait, mon V0 va être de plus en plus petit. Jusqu'à arriver à 0. Il se passe quoi si l'accélération continue? Et bien, si je suis toujours plaqué vers l'avant, ça veut dire que la voiture, même elle repart carrément dans l'autre sens. Et donc la vitesse, elle va avoir tendance à réaugmenter. La vitesse qui réaugmente, je le mets un petit peu de côté pour l'instant, vous avez compris le principe. On va simplement dire que quand la vitesse est dans le sens de l'accélération, j'ai un mouvement accéléré, alors que quand la vitesse est opposée à l'accélération, c'est que je suis en freinage. Là, j'ai une accélération. Et là, j'ai un freinage. Alors ça, c'est un peu un abus de langage, en fait. La seule différence entre les deux, c'est que dans un cas, l'accélération a le signe est dans le même signe que la vitesse, alors que dans l'autre cas, j'ai la vitesse qui est avec un certain signe, par exemple plus, et l'accélération qui a un signe opposé, par exemple moins. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a entre une accélération et un freinage. D'un côté, la vitesse va augmenter, de l'autre côté, la vitesse va diminuer. Alors, tout ça, je peux retracer sur un graphique. Et c'est ce que je vais m'empresser de faire tout de suite, le temps d'effacer mon tableau à peu près correctement. Voilà. Voici le trajet que Jean-Louis fait tous les matins. Tous les matins, Jean-Louis, il va de Namur, qui est en bas. Là, j'ai Namur. Je vais juste mettre un N. Et il va de Namur jusque Bruxelles. J'ai mon retour vidéo en bas. Si vous me voyez regarder en bas, c'est normal. C'est là qu'il y a mon retour vidéo. Puis c'est pas facile puisque moi, évidemment, j'ai rien ici à me projeter. Et donc ça, c'est Bruxelles. Et je vois que pour faire ce trajet-là, qui est
une augmentation, une variation de la position, eh bien, il faut un certain temps. Il ne peut pas se téléporter vers le haut, comme ça. Si je prends le graphique de la position par rapport au temps, pour aller d'un point A à un point B, pour aller de Namur à Bruxelles, il faut un certain temps. Alors, au départ, ça lui prend un petit peu de temps, on le voit, de sortir de Namur. Il a une vitesse qui est plutôt faible. Comment je vois que sa vitesse est faible? Eh bien, vous voyez, la pente de la courbe n'est pas très grande. Ça veut dire qu'il met beaucoup de temps pour avancer peu de kilomètres. Et du coup, comme il met beaucoup de temps à faire peu de kilomètres, ça veut dire qu'il va pas très vite. La distance sur le temps. S'il fait peu de kilomètres en beaucoup de temps, eh ben on se rend compte qu'il a une vitesse qui est faible. On va pouvoir le noter, hein, la vitesse, c'est la pente de la courbe de la position. C'est la pente de la courbe X qui est en fonction du temps. Bon, ok, donc j'ai une pente qui est faible, donc là il va pas très vite. Mais je vois que Jean-Louis accélère, bah, c'est normal, il va sur l'autoroute. Et donc comme la pente augmente petit à petit, je peux en déduire que Jean-Louis va de plus en plus vite. Jean-Louis a donc accéléré. Il accélère et soudainement on voit que Jean-Louis, à peu près ici, tombe sur un accident. C'est fréquent, hein, l'accident est au niveau d'Otigny. Soit. Et donc Jean-Louis, à ce moment-là, bah, il ne peut plus avancer. Et il va se passer quoi? Bah, le temps, évidemment, va continuer d'avancer, lui. Par contre, la distance, non. Ici, ça veut dire simplement que Jean-Louis est à l'arrêt. L'arrêt, c'est quoi? Ça veut dire que la position n'augmente pas, mais le temps continue d'avancer. Si Jean-Louis est à l'arrêt, ça va pas durer éternellement, évidemment. Il va passer le bouchon et sa vitesse va augmenter progressivement. Alors, vous voyez, quand vous avez une courbe qui est vers le haut, ça veut dire que la vitesse augmente et donc ça veut dire qu'il accélère. Si au contraire, j'ai une courbe qui est, comme on le voit ici, plutôt vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un freinage. La vitesse diminue. Il avance, la distance avance de moins en moins vite par rapport au temps. Et donc, il rentre dans Bruxelles. Et avec ça, on peut calculer plusieurs choses. Alors, on va pouvoir calculer notamment sa vitesse moyenne. La notion de vitesse moyenne, c'est ce qu'on a établi plus haut. En fait, quand je vous ai parlé de vitesse, c'est un delta x sur delta t. Mais ça demande d'avoir une vitesse initiale et une vitesse finale. Et quand je calcule la vitesse à partir de ça, eh bien, c'est que je calcule une vitesse moyenne. Comme, là, c'est le même principe. Si j'ai une vitesse initiale et une vitesse finale, eh bien, ça veut dire que c'est une accélération moyenne. Si je veux avoir une accélération ou une vitesse instantanée, alors il faudrait que je prenne un point précis de la courbe et que, pour la vitesse, je calcule la pente à cet endroit-là. Alors ça, nous, on ne va pas le faire en sciences de base, on le ferait en sciences fortes. Mais nous, ce qu'on va simplement dire, c'est que pour avoir la précision la plus grande possible sur la vitesse en un point donné, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prenne l'intervalle de temps le plus petit possible. Pourquoi? Bah parce que si je prends un intervalle de temps qui est grand, je prends une courbe qui est un peu au hasard, si je prends un intervalle de temps qui est grand, que je fais la moyenne entre la vitesse et pas la moyenne, mais que je prends la vitesse moyenne entre ces deux points-là, je me rends compte que ça fait pas du tout la même chose que si je prends entre
ces deux points là, qui sont plus proches et qui vont me donner beaucoup mieux la pente de la courbe et beaucoup mieux la vitesse en ce point-là précis qui m'intéresse. Voilà, c'est pareil pour l'accélération. Réellement, des vitesses instantanées, on n'en calcule jamais. Ça dans la réalité, quand vous avez un radar, ça fait exactement la même chose. Ça va calculer pas tout à fait les mêmes, ça calcule pas les distances, mais ça fait quand même une moyenne entre deux positions et deux temps donnés. Et du coup, ça va avoir besoin de cette formule-là. Donc en réalité, on calcule jamais, ou à peu près, la vitesse instantanée. Ça va toujours être une vitesse moyenne, mais sur un intervalle de temps tellement court qu'on peut estimer que c'est une vitesse instantanée. Allez, je repars sur cette courbe et je repars sur mon trajet. Comment est-ce que je tracerai la vitesse de Jean-Louis au cours du temps? Alors, vitesse au cours du temps. Alors déjà, ce que je sais, c'est qu'à aucun moment dans ma courbe, Jean-Louis ne recule. Ce serait possible, hein. Imaginez que Jean-Louis, ici, la courbe descende. Bah, je dirais quoi? Jean-Louis va vers l'arrière. Il va de Bruxelles, enfin, au lieu d'aller de Namur vers Bruxelles, il va de Bruxelles vers Namur. C'est possible, hein, en soi. S'il descendait, ça voudrait dire que j'ai une vitesse négative. C'est pas un problème, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. On va faire simple dans cette partie court, et on fera un peu plus compliqué en exercice. Mais là, pour l'instant, on fait simple. Alors Jean-Louis commence avec une certaine vitesse. On voit qu'au départ, la courbe n'est pas plate. Donc il commence avec une certaine vitesse. Cette vitesse, je peux m'amuser à la calculer. Je fais la pente de la courbe et je crois de mémoire qu'il est à 30 km/h tant qu'il est à Namur. C'est un peu idéal. Réellement, il va plutôt accélérer, freiner, il y a des feux, tout ça. Mais moi, j'ai simplifié. Au départ, on voit que Jean-Louis a une vitesse qui est à peu près constante au début. Et puis à un moment, à peu près ici, oula, j'y suis pas du tout, excusez-moi. Voilà. À peu près ici, Jean-Louis va accélérer. Il va aller de plus en plus vite. Ça veut dire que la vitesse va augmenter. Sa vitesse augmente jusque au moment où il doit piler parce qu'il y a le bouchon. Il pile. Donc, la vitesse à ce moment-là descend brusquement. Alors, elle peut jamais descendre complètement verticalement parce que ça voudrait dire que j'ai une accélération qui est infinie. Et du coup, c'est pas possible. Donc, il faut toujours un peu de temps entre les deux. Même s'il n'est pas vraiment modélisé ici, il n'y a jamais en réalité un pic aussi franc qui se fait. Il y a toujours un petit moment où ma courbe va s'incliner. Si petit soit-il, il est toujours existant. Ok, et ensuite Jean-Louis, dans le bouchon, il va à 0 km/h ou à peu près. Et on voit la courbe est horizontale ici. Et donc Jean-Louis n'avance pas. Fin du bouchon, enfin Jean-Louis peut redémarrer. Et du coup, la vitesse de Jean-Louis va réaugmenter. Il avance assez vite, il est sur l'autoroute, à vitesse presque constante pendant un certain temps, mais moi je vais le modéliser simplement comme ça. Si je veux une vitesse constante, je ferai un trait comme ça, évidemment. Et à l'approche de Bruxelles, il va ralentir progressivement jusqu'à arriver de nouveau à une vitesse constante. Je vois qu'elle est constante parce que c'est droit. Et donc mon Jean-Louis va ralentir. Et de nouveau être à vitesse constante. Ok, ça c'est la vitesse par rapport au temps. On va faire l'accélération maintenant. Donc, l'accélération par rapport au temps. Qu'est-ce que je vois? Au départ, la vitesse est constante. Donc,
est-ce que Jean-Louis accélère? Ben non, la vitesse est constante. Du coup, l'accélération, elle est nulle. Ok. Et ensuite, la vitesse augmente. Alors, elle augmente linéairement. Donc, ça veut dire que l'accélération est régulière. Et donc, j'ai une accélération qui est constante. Brusquement, il freine. Alors là, je vais avoir un gros pic en négatif qui va être grand et qui va pas durer très longtemps. Et ensuite, à partir de là, je vois que la vitesse est de nouveau constante. Elle est nulle. Donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. La vitesse réaugmente. Donc de nouveau, j'ai une accélération qui va être constante comme ceci. Si j'ai un petit palier là, ça veut dire que j'ai un petit palier d'accélération nulle. Ma vitesse est constante, l'accélération est nulle. Je vois que la vitesse diminue. Ça veut dire que mon accélération, elle est négative. Et de nouveau, je suis à vitesse constante à la fin. Donc si je reprends, je vais vous mettre des numéros, comme ça vous verrez. 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, vous pouvez reprendre ça tranquillement chez vous. Donc voilà, j'ai Jean-Louis, j'ai sa voiture, j'ai son entrée à Bruxelles. Je vous demande pas forcément de savoir refaire ces courbes-là, mais il faut que vous sachiez les retrouver et les réexploiter. Donc regardez bien comment c'est fait, mettez pause s'il faut, refaites ça chez vous, faites-en d'autres si vous en avez besoin. Et on va passer tout de suite à la suite de mes définitions et à la suite du cours. On va faire juste un petit point sur la notion de référentiel qui ne devrait pas durer très longtemps. Et on va ensuite passer à la notion de mouvement rectiligne uniforme et mouvement rectiligne uniformément accéléré. J'ai besoin d'un peu d'eau. Et je vous efface ça tout de suite. Voilà. Je n'ai plus besoin d'Otini. Et donc voilà. Ok. J'ai ma notion de vitesse, d'accélération, notion de référentiel. Alors la notion de référentiel, c'est une notion qui n'est pas très compliquée à comprendre, vous allez voir. J'ai besoin pour ça de plusieurs choses. J'ai besoin de Marguerite, d'un train et de Jean-Louis dedans. Je prends un train. Train normal, hein. À l'ancienne, ce sera plus facile pour le dessiner. Voilà. Ceci est un train. Dans ce train, j'ai Jean-Louis. Jean-Louis jette une balle. Cette balle va donc avoir une vitesse de la balle par rapport au train de 1 mètre par seconde. Le train, lui, il a une vitesse par rapport au sol de... On peut prendre, par exemple, 30 mètres par seconde. Et
je vais avoir Marguerite qui paisse paisiblement sur une colline. Marguerite est une vache. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et Marguerite pèse paisiblement. Elle est immobile sur sa colline. Immobile, c'est pas tout à fait dit. Pourquoi ? Ben, la première question que je vais vous poser, c'est quelle est la vitesse de la balle ? Alors, la vitesse de la balle, c'est une question qui n'est pas si simple que ça pourrait être. Pourquoi ? Bah parce que je peux dire que la vitesse de la balle est de 1 mètre par seconde. Mais non, j'ai bien écrit, c'est la vitesse de la balle par rapport au train, qui est de 1 mètre par seconde. Or, le train, lui, va à 30 mètres par seconde par rapport à Marguerite. Et du coup, si j'écris que la vitesse du train par rapport à Marguerite est de 30 mètres par seconde, eh bien, je peux dire que la vitesse de la balle par rapport à Marguerite est de 30 plus 1 mètre par seconde. Donc 31 mètres par seconde. Donc j'ai une Marguerite qui voit une balle avancer, mais en fait la vitesse de la balle dépend de l'observateur. Si derrière, je regarde Jean-Louis, regarde Marguerite, et que je garde mon système d'axe tel qu'il est, donc vers l'avant, j'ai décidé que mon axe des X était vers l'avant. Eh bien, quelle est la vitesse de Marguerite par rapport à Jean-Louis ? Marguerite, lui, il la voit bouger. Si vous avez déjà été dans un train et avoir vu l'impression que le train d'à côté, il bougeait alors que c'était vous, ou le contraire. Pourquoi ? Parce que les impressions, quand c'est des vitesses qui sont, des accélérations qui sont faibles ou nulles, elles sont complètement faussées. On ne ressent pas la vitesse. On ressent un petit peu, ça bouge, mais vous ne sentez pas pousser vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est une accélération. Le train peut aller à 400 km/h, vous sentirez à peine quelques vibrations si c'est un TGV. Alors, quelle est la vitesse de Marguerite ? Bah, pour Jean-Louis, Marguerite, elle avance dans ce sens-là. Lui, quand il regarde par la fenêtre, il va voir une vache passer. Tout ça, ça dépend de ce qu'est le référentiel. Pour Jean-Louis, le référentiel, c'est le train. Et par rapport au train, Marguerite, si on estime que c'est le train qui est fixe, à ce moment-là, c'est Marguerite qui recule par rapport au train. Et elle recule, ça veut dire qu'elle a une certaine vitesse. Ça, c'est la vitesse de Marguerite par rapport au train. Et la vitesse de Marguerite par rapport au train, eh ben, c'est la même que la vitesse de train par rapport à Marguerite, mais dans l'autre sens. Et du coup, elle est de moins 30 mètres par seconde. En fait, tout se passe pour Jean-Louis comme si j'avais une Marguerite qui courait dans le sens inverse du train et qui va à une certaine vitesse par rapport à lui qui semble immobile. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, parce que je veux dire, mais non, c'est Marguerite qui est immobile là-dedans. Ouais, mais c'est pas si simple. Parce que Marguerite, elle est pas immobile. La Terre, elle est pas immobile. C'est vrai que souvent on dit, ok, la Terre, le référentiel galiléen, il bouge pas. Ah, c'est faux. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, il tourne autour de la galaxie. La galaxie, elle se déplace aussi par rapport à d'autres galaxies dans l'univers. Tout bouge par rapport à tout, en fait, dans l'univers. Il n'y a pas un référentiel qui est fixe. Par contre, on a un référentiel qu'on va estimer, pour nous, être
fixe. Et ça, c'est à partir de celui-là que je peux définir quelles sont mes vitesses. Par rapport à mon référentiel Marguerite, eh bien, le train bouge à 30 mètres par seconde et la balle bouge à 1 mètre par seconde. Par rapport au référentiel Jean-Louis, qui est le même que le référentiel train, eh bien, la balle avance à 1 mètre par seconde et Marguerite avance à moins 30. Vous comprenez cette logique? Si Jean-Louis lance sa balle dans l'autre sens, eh bien, par rapport à lui, la balle va aller à moins 1 mètre par seconde et par rapport à Marguerite, la balle va avancer à 30 mètres par seconde, moins 1, et donc à 29 mètres par seconde. Voilà pour cette notion de référentiel. Alors, rapidement, parce que c'est des notions qui vont assez vite, on va parler de MRU et de MRUA. Alors, MRU, ça veut dire mouvement, je vais vous l'écrire, hein, rectiligne, uniforme. MRU. Alors, rectiligne, ça veut dire en ligne droite. Et uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire à vitesse constante. Si je prends un petit dessin, si j'ai une voiture qui avance en MRU, eh bien, que je prends une photo de la voiture et une seconde plus tard, je prends une photo de la voiture, je me rends compte qu'elle a avancé d'une certaine distance. Elle va avoir avancé de 10 mètres, par exemple. Si je reprends encore une seconde plus tard, je me rends compte qu'elle a avancé encore de 10 mètres. Etc., etc. Elle a une vitesse qui est régulière, donc à chaque fois, elle va avoir toujours le même écart. Si je reviens en arrière, je me rends compte qu'elle était 10 mètres avant, une seconde avant. Voilà. Et j'ai un écart constant entre les photos. Ça, c'est ce qu'on appelle une chronophotographie. C'est-à-dire, je prends des photos et je les superpose. Et je vois ma voiture qui a avancé petit à petit. Et entre chaque photo, il y a une seconde. Donc, elle avance de 10 mètres par seconde. À chaque seconde, elle avance. Si je prends maintenant un MRUA. Un MRUA, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, autant dans le MRU, j'avais une vitesse qui était constante et donc une accélération. Quand la vitesse est constante, l'accélération elle est nulle. Merci pour ceux qui ont suivi. Autant ici, mon mouvement, il est uniformément accéléré. Alors, accéléré, ça veut dire que mon accélération, elle est plus nulle, elle est constante. C'est mon accélération qui va être constante. Donc A est constant. Et la vitesse, par contre, s'il accélère, ma vitesse, elle augmente. Alors, sur ma chronophotographie, ça change quoi? Eh bien, ma voiture, au départ, les photos, je vais me rendre compte qu'elles sont très rapprochées. Et petit à petit, elles vont s'écarter de plus en plus.
Pourquoi? Eh bien parce que je me rends compte que la position ici, il y a 2 mètres. Ici, 4 mètres. 6 mètres. 8 mètres. Et à chaque fois, je rajoute une seconde. J'ai donc une accélération puisque ma vitesse, elle augmente à chaque fois de 2 mètres par seconde. Donc j'ai une accélération d'ici de 2 mètres par seconde par seconde. Donc 2 mètres par seconde au carré. Si je veux tracer à chaque fois l'accélération et la vitesse, ici je vois que ma vitesse est constante. Et mon accélération est nulle. Ici je vois que ma vitesse au départ est faible et que par contre elle augmente de plus en plus. Mon accélération, par contre, elle va être toujours la même. C'est une accélération qui vaut 2 mètres par seconde. Ok, et très rapidement, le MRU-V. Je dis rapidement parce que en réalité, on a déjà presque fini. C'est un mouvement rectiligne uniformément. MRUV? MRUD, pardon. MRUV, on va voir ça tout de suite après. MRUD, c'est quoi? C'est uniformément décéléré. Décéléré, ça veut dire que A est constant, mais il est dans le sens opposé à la vitesse. Donc la vitesse diminue. A est constant, mais opposé à la vitesse. Donc le signe de A, c'est l'inverse du signe de V. Bah c'est quoi? C'est un freinage en fait. Et donc qui dit freinage dit je vais partir d'un écart qui est important et je vais aller vers un écart qui est de plus en plus faible. Ma vitesse diminue. Donc au départ, j'ai une vitesse qui est grande et elle va être de plus en plus petite. Mon accélération, elle est constante, sauf que forcément, je vous dis qu'elle est dans un sens opposé et du coup, mon accélération, cette fois-ci, va être vers l'arrière. Je ne vais pas vous écrire A à chaque fois. Le MRUA et le MRUD, on voit qu'il y a un lien. En fait, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est juste une question de sens de l'accélération. Est-ce que l'accélération est dans le même sens que la vitesse ou pas? Est-ce que je freine ou est-ce que j'accélère? Bon. C'est la famille qu'on appelle les mouvements uniformément variés. Tout simplement pour dire, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est juste une question de signe de l'accélération qui va faire changer la vitesse dans un sens ou dans l'autre. J'accélère ou je freine. Voilà. On va effacer ça. Ah, ça va plus vite comme ça. Hein. Et je pense que ça va être déjà beaucoup de choses. Donc on va garder le mouvement circulaire uniforme pour la prochaine fois. Et on va parler aussi de dynamique et de force des lois de Newton dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon courage et un bon travail surtout.